Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Abel Techer. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. J'ai découvert le travail d'Abel Techer grâce à sa galeriste, Olivia Breuler, la fondatrice de la Maëlle Galerie. J'étais passée lui rendre visite dans son espace à Belleville et après quelques minutes de conversation, elle m'a proposé d'organiser une visite d'atelier avec Abel Techer, un jeune artiste réunionnais dont elle allait vernir le premier solo show parisien quelques semaines plus tard. J'ai accepté tout de suite parce qu'Abel aborde des thèmes que je chéris, à savoir la fluidité du genre, la déconstruction et le queer. Quand je suis allée dans son atelier de la Cité internationale des arts, j'ai juste été scotchée. La virtuosité de son pinceau était hallucinante et son regard sur le genre nécessaire. Je suis donc ravie de recevoir Abel Techer pour le 8e épisode de Présente. Bonjour Abel, comment vas-tu ? Salut Camille, ça va bien? Et te remercie en tout cas de m'avoir invité à cet entretien. Et, Avec plaisir. Effectivement, en ces temps un peu de confinement, qui ont été un peu complexes, ça me semblait carrément nécessaire en fait de pouvoir parler en tout cas de ce travail, puis d'apporter un point de vue en fait finalement sur ce travail-là. Quand je t'ai rendu visite lors de ta résidence à la Cité des Arts, tu étais en train de terminer ta dernière série de peintures. C'était pour la plupart des autoportraits. Dans ces derniers, on te voit souvent nu et totalement imberbe, sans poils, sans cheveux ni sourcils. Ce travail, il a commencé quand j'étais à l'école d'art de La Réunion. Et l'école d'art, concrètement, ça a été le moment où je me suis permis de questionner mon corps concrètement, puisque c'était des choses que je ne faisais pas avant. Et les beaux-arts, justement, ça m'a permis d'avoir cette ouverture aussi par rapport à mes questionnements internes. Et je me suis rendu compte justement que ce lieu, en fait, le lieu d'art, le lieu de l'apprentissage de l'art, en fait, était vraiment ce moment où je me suis dit que j'avais cette possibilité de lâcher les choses qui étaient à l'intérieur, effectivement, et qui pour moi avaient la nécessité, en fait, quelque part de s'exprimer en fait, puisque c'était des moments dans l'espace familial, etc., de tout ce qu'on a connu auparavant, il n'y a pas cette possibilité concrètement de mettre des mots et de mettre des formes en fait sur ce qui nous habite en fait finalement. Et l'école des beaux-arts, moi je l'ai pris justement de cette manière-là. Ça a été vraiment le point de départ en fait, cette réflexion sur le corps. Et voilà, ce projet il a commencé à ce niveau-là en fait, dans cette permission que me permettait la structure en fait de l'école. Ouais, parce que tu te joues vraiment du truc. Enfin, il y a des. Là, je parlais du fait que dans certains autoportraits, t'es souvent nu, imberbe, etc. Et que t'as fait tout ce travail-là, en fait, où avant de peindre, en fait, tu rases l'intégralité de ton corps. Et il y a aussi d'autres peintures où voilà, tu vas tendre ton torse pour créer des seins, tu vas glisser ton sexe entre tes cuisses pour qu'il soit plus apparent. Enfin, tu vas vraiment te jouer comme ça de ton corps et tu vas le rendre comme ça un peu fluide quoi et plastique. La première chose qui m'a été faite par rapport à cette peinture, c'était d'enlever le vêtement en fait. Donc du coup d'enlever toute cette charge qu'on a l'habitude de porter et qui devienne de manière habituelle une sorte de peau, une sorte de seconde peau sociale en fait par rapport à l'autre. Et la première chose que j'ai faite par rapport à ce travail, c'était vraiment d'enlever toute cette charge sociale, tous ces vêtements en fait qui signifiaient par rapport à l'autre justement une certaine catégorisation concrètement. Et puis voilà, de faire un constat de ce qui restait en fait. C'était le corps nu, un corps biologique masculin. Et voilà, l'idée en fait au fur et à mesure c'était vraiment de commencer à le troubler et de commencer à tester des gestes simples, par exemple le fait de pincer le torse et puis de modifier, puis de faire ressortir par rapport à ce pincement des seins qui sont pas naturels, mais qui crée, je pense, une distorsion par rapport à un corps masculin, en fait, déjà, par rapport à ce simple geste, en fait, de le faire, et puis de le tester, en fait, par rapport au miroir, etc. Donc c'était vraiment ce rapport, justement, à faire avec, à tester des choses avec ce que l'on a, en fait, finalement.
sans forcément arriver au départ avec des artifices, etc. Mais c'était vraiment avoir ce rapport, mais qu'est-ce que je peux faire avec mon corps, qu'est-ce que je peux ajouter et comment est-ce que je peux le questionner, le distordre en fait concrètement par rapport par rapport à ce que j'ai en fait, en négatif par rapport à ce que je n'ai Bien pas. sûr. Donc c'était vraiment le geste au départ, ce geste-là en fait qui est venu. Et petit à petit, c'est venu justement cette idée d'enlever, de garder cette idée d'enlèvement en fait, et puis de décharger petit à petit. Et c'est arrivé justement cette idée d'enlever concrètement, en fait, pas uniquement ce qui était rajouté au départ sur le corps comme le vêtement, etc., tous ces artifices, mais aussi ce que le corps produit de manière naturelle. C'est-à-dire les cheveux, les poils, les sourcils, enfin voilà, c'était vraiment une manière d'enlever tout ce qui était reconnaissable, tout ce qui formait aussi cette Tout ce qui te disait garçon ou exactement, fille. et aussi par rapport à la barbe, puisque effectivement, ce sont socialement des choses qui sont reconnaissables par rapport à tel ou tel genre, en fait. Enfin, la barbe, au genre masculin, etc. Et du coup, c'était vraiment l'idée de brouiller le plus possible cette corporalité, en fait, qui était de manière innée, qui était venue comme ça, enfin, sans avoir de contrôle forcément sur ce corps, en fait. Et c'est ça aussi qui m'a permis de comprendre, effectivement, que en même temps, par rapport à ce que j'ai fait, enfin, entre-temps, j'ai lu aussi des livres comme La pensée de Judith Butler, Trouble dans le genre. Bien sûr. Enfin voilà, c'était vraiment un texte qui a été un peu le point de départ et puis la Fondamental. continuité aussi de la compréhension, le fait de mettre des mots en fait sur cette histoire cette idée comment dire, de conception du genre qui est totalement construite et qui n'a pas forcément, qui n'a pas forcément de naturalisation en fait par rapport au corps biologique et que ce sont des choses qui sont amenées à être, à se construire justement de manière culturelle et Et que c'est pas, il n'y a rien de naturel là-dedans. Enfin, toi, moi j'aime bien, il y a un terme que tu emploies souvent, c'est tu parles de tabula rasa. Et en fait, tu expliques souvent qu'en retirant tous tes poils, tu te débarrasses justement de ces stéréotypes de genre et tu proposes un corps qui se serait éclipsé de notre système binaire qui est contraignant et oppresseur, inévitablement. Ton genre devient fluide et c'est là où tu empruntes aussi à toute cette pensée de Judith Butler. Il s'inscrit dans un processus de déconstruction. Tu identifies en fait tous les endroits qui sont construits, que la société t'a réclamé de construire comme étant masculins et de le naturaliser en c'est fait. ça exactement, et tu t'inscris donc dans une démarche qu'on peut qualifier de queer. Eh bien, effectivement, puisque en fait, ça a été, comme tu dis, ça a été vraiment l'idée de Tabula Rasa pour ce déchargement-là. Et, et le queer, justement, c'est comme c'est une notion, en fait, c'était une insulte à la base, en fait, qui désignait justement, en même temps des corporalités, en même temps des personnes et des sexualités qui n'entraient pas dans une catégorie de genre ou dans une norme, en fait, déjà préétablie. Donc, c'était vraiment une insulte qui signifiait tordu, bizarre, etc. Et moi, je pense que le fait de peindre, en fait, et le fait déjà de démultiplier, en fait, cette même corporalité dans ma peinture, et de le faire en sorte qu'il y ait différents personnages, parce que c'est moi ça, j'appelle ça des personnages, parce qu'effectivement, c'est à différents temps, temporalité, en fait. Puis de le faire, en fait, de le mettre en scène dans différentes positions. Et effectivement, quand on rassemble toutes ces corporalités, je pense qu'on peut avoir une lecture de fluidité, puisqu'il y a vraiment cette notion de ne pas rester dans une corporalité stricte, binaire, Fixe, définie ouais. exactement, et d'avoir cette envie, cette possibilité justement de déconstruire et puis de mettre en avant justement cette performance en fait des binarités, des binarités Bien sûr, qui ouais. entrent de manière sociale dans le corps. Donc c'était... Et puis oui, effectivement, le queer dans le sens où c'est une notion justement qui tente justement de ne pas se référer enfin, qui tente justement d'abolir toute forme de domination en fait finalement. Et je pense qu'effectivement que ça ne se construit pas Bien uniquement sûr. sur la notion de genre, mais ça peut aussi, comment dire, avoir- tenter une réflexion justement sur le système en fait qui construit aussi ces notions de minorité. C'est ça, c'est une pensée bien plus globale et pas uniquement justement euh, sur une question de genre, etc. Oui. Vraiment qui épouse finalement l'ensemble de la réflexion sur
un potentiel nouveau système, quoi. Et Effectivement. comme tu le disais, le queer, il s'inscrit dans un processus d'empouvoirment, dans le sens où, comme tu l'expliquais, ce terme était à l'origine une insulte qu'on balançait aux personnes de la communauté LGBTQIA+. Cela signifiait étrange, enfin toujours d'ailleurs, étrange, bizarre, tordu. Tu reprends ce retournement dans une de tes toiles dans laquelle on te voit porter une pancarte sur laquelle il y a inscrit Tifemel, qui est un terme en créole qu'on peut comprendre de différentes manières, mais tu vas nous expliquer. En fait, ce que tu me disais, c'est que si c'était une maman, par exemple, qui s'adressait à sa petite fille, c'était affectif. Par contre, cela devenait une insulte si on l'adressait à un homme, par exemple. Et toi, donc, pour bien expliquer aux auditeuristes, quand c'est un autoportrait dans lequel on te voit de face, ton regard en plus, et ça, c'est hyper fort, ton regard est frontal, enfin, tu regardes droit devant toi comme ça, et tu tiens cette petite pancarte où il y a marqué Tifemel. Oui, en fait, Tifemel, c'est venu, en fait, c'est par rapport aussi comment dire, à l'insulte, en fait, enfin, aux mots qui sont proférés et qui sortent de la bouche d'une personne qui est à l'extérieur, justement, d'une autre réalité, en fait, finalement. Et pour moi, ça a été concrètement de reprendre cette formulation qui m'a été donnée, en fait, et imposée de manière assez récurrente, tant dans le cadre familial que dans le cadre public. Et en fait, le fait de le retourner, c'est une manière de se le réapproprier, effectivement, mais effectivement de le retourner, en fait. C'est vraiment un retournement de situation, c'est-à-dire qu'au lieu comment dire, de le subir, en fait, c'est une manière de le reprendre et puis de dire qu'effectivement, ben, on a cette possibilité, en fait, de, voir de catégoriser une personne de telle ou de telle manière, mais il y a aussi cette possibilité de reprendre, en fait, ces assignations et puis d'en faire quelque chose de constructif plutôt que de subordinatif, en fait, enfin, d'imposer, en fait. Et Tifemel, effectivement, en fait, ça prend différentes formes. C'est concrètement, ça dépend dans le contexte dans lequel il est émis, par rapport à quelle personne aussi il est émis, puisque si c'est par exemple, comme tu disais dans ton énoncé, par rapport à un enfant ou à une fille ou une fille ou comment dire, à une amie ou quelque chose comme euh, ça prend une autre forme en fait, puisque c'est plutôt affectif, c'est dans le sens euh, de la rigolade en fait finalement. C'est vraiment affectif dans le sens où on rigole quand on dit ça. Mais effectivement, quand c'est assigné justement à une personne comment dire, de sexe masculine à la base, euh, c'est quelque chose qui devient concrètement, qui devient relativement violent, puisque au départ, effectivement, quand j'étais plus jeune, je me rendais pas compte en fait des gestuels en fait parce que c'est aussi né de ça parce que la personne en fait qui vous voit à l'extérieur il vous voit uniquement par rapport au gestuel par rapport à ce que vous présentez de manière directe en fait et comme moi j'ai effectivement des gestuels qui sont de l'ordre entre Bien sûr. guillemets de plus efféminé effectivement c'est question enfin voilà cette insulte est venue aussi par rapport à ça en fait par rapport au fait que ma gestuelle ne correspondait pas concrètement à l'idée de ce qu'on faisait d'un À ce corps qu'on voilà. attendait de ton genre, voilà. Exactement, c'est ça. Et, en plus, enfin, moi, j'ai globalement aimé toutes les œuvres qui étaient présentes dans ton atelier et dans l'exposition d'Olivia. Enfin, tu le sais, je suis une grande fan de ton travail. Et ce que j'ai trouvé assez fou, c'est ce regard permanent, en fait, dans chacune de tes toiles. Tu te mets totalement à nu et t'as une espèce de fierté et d'aplomb qui se dégage de toi. Tu fixes comme ça le regardeur et en tout cas la personne qui regarde et j'ai l'impression voilà ouais, c'est vraiment un processus d'empouvoirment quoi tu vois de regarde-moi et je n'ai pas honte et je suis là etc et Oui, je pense que, c'est super fort. mais je pense que enfin, ça a été nécessaire en fait, puisque effectivement, il y a le cadre aussi, le contexte dans lequel chacun d'entre nous viennent, qui sont totalement différents. Effectivement, moi, je viens de la Réunion, donc ce sont des questions qui sont très balbutiantes et qui demandent justement à être mises en avant, mais qui se confrontent justement à des difficultés tant comment dire, par le cadre social, tant par la forte prévalence aussi des religions, en fait, qui ont quand même un pouvoir assez fort, en fait, dans ce contexte. Et effectivement, ce sont des questions, en fait, qui,
qui n'ont pas de place en fait concrètement, tant dans l'espace, enfin surtout dans l'espace public en fait. C'est quelque chose qui n'existe, enfin c'est pas qu'ils n'existent pas, mais qui ne sont pas visibles en fait, qui sont totalement Qui est invisibilisés. tabou presque. Ouais. C'est vraiment un tabou puisque parler de ça, enfin ça dépend aussi des familles, mais je veux dire de manière générale en fait, Bien sûr. ce sont des choses en fait qui restent très, enfin garde-le pour toi en gros. On sait que Ouais. ça existe, mais ne le montre pas. Et de ce Ouais. fait, moi je me dis que effectivement non, c'est pas possible en fait. Et au C'est contraire. pas possible à un moment donné, effectivement, d'exister pour soi, mais on a aussi la possibilité d'exister aussi dans le cadre social, dans le cadre Dans public, l'espace public, c'est ça. exactement, et puis de s'exprimer, et puis d'avoir une voix aussi quelque part, puisque effectivement, le fait de ne pas exister dans un autre, c'est aussi le fait de museler en fait quelque part une voix en fait qui aurait la possibilité de parler, mais qui ne le fait pas, il y a la répression, il y a c'est pas une répression violente dans le sens où enfin, ça si c'est violent en fait c'est pas je veux dire c'est pas une répression dans le sens où notre cadre politique ne le permet pas, c'est vraiment que comment dire Oui, c'est insidieux, quoi. oui voilà exactement c'est le contexte Mm. et c'est aussi le c'est sous-jacent en fait, c'est-à-dire que ça doit rester de manière sous-jacente mais pas de le montrer en fait c'est alors là ici c'est vraiment compliqué de le montrer quoi, en tout cas. Je me doute, ouais. Et le contexte dans lequel se meuvent les personnages que tu imagines est également déchargé de représentation. Les fonds sont abstraits. D'ailleurs, tu emploies le sfumato, qui est une technique, comment l'expliquer? Tu vas m'aider. C'est un peu brumeux, quoi. Il y a une espèce voilà, c'est pas il n'y a pas de contour en fait à tes formes en fait pour montrer justement que ton corps ne subit aucun contour, aucune définition. Il y a simplement des éléments qui sont présents ça et là. Ce sont des objets avec lesquels tu as grandi, si je me trompe pas, et que justement Oui. tu agrandis à l'extrême, comme ce petit lapin en porcelaine dans lequel tu viens te lever. Ces objets, ce sont des choses dont tu possédais quand tu étais enfant, c'est ça? Oui, effectivement. En fait, c'est vraiment dans ce travail-là, à un moment, ça a été en même temps comment dire, de questionner le corps dans lequel j'habite, et aussi, comment dire, en fait, c'est pas qu'une question de corps, en fait, puisqu'il y a le contexte aussi, effectivement, le contexte social et le contexte, enfin, il y a tout un contexte, en fait, lesquels les corps vivent différemment. Bien sûr. Et pour moi, ces objets, c'était vraiment des objets qui, dans mon enfance, effectivement, qui étaient très présents. En fait, ces bibelots, en fait, qui étaient vraiment dans un espace quotidien et qui existaient, quoi, en fait. Et du coup, il y a aussi la matérialité de la porcelaine. Il y a aussi le fait que, dans ce contexte-là, justement, dans lequel j'ai vécu, il y avait pas forcément comment dire, de modèle de construction, en fait, quelque part. Et, euh, et ce corps, en fait, finalement, comment dire, je l'ai vécu de manière à le construire en fait par moi-même, à le construire seul concrètement dans cet espace où justement où ces notions n'existent concrètement pas en fait. Et du coup, c'était pour moi une manière de reprendre ces objets et comment dire, de les faire dialoguer aussi avec ces corps pour expliquer justement que l'objet et puis le contexte justement, il influence énormément aussi Bien sur sûr. nos sensibilités et nos manières aussi de percevoir les choses finalement. Et, euh, et effectivement, moi, cette notion liée à, comment dire, à la notion de non-binarité, enfin de fluidité du genre, en fait, ça s'est créé par rapport à l'extérieur, en fait, finalement, par rapport aussi à Internet, puisque c'est Internet aussi qui m'ouvrait, qui me permettait d'avoir une ouverture sur le monde. Donc cette diffusion d'images, en fait, qui venait de l'extérieur, etc. Et voilà, qui diffuse, en fait, de manière globale, en fait, des informations. Et c'est par rapport à ces images, par rapport à ces lectures, par rapport à cette compréhension de différentes manières de vivre le corps, en fait, qui m'ont permis aussi de nourrir, en fait, quelque part, cette volonté, en fait, voilà, de me dire qu'il n'y a pas comment dire, d'essentialisation, c'est vraiment le fait d'éviter cette essentialisation et et d'inclure justement tout ce qui permet, en fait, la construction tant du corps, tant que dans la manière de Bien s'exprimer sûr. avec le corps, en fait. Et je parlais du sfumato que tu utilises pour te débarrasser de toutes ces définitions. Donc, je trouve cela intéressant parce que lorsqu'on parle du queer, il est presque antinomique de proposer une définition qui viendrait sceller ce concept et le figer, alors qu'au contraire, il réclame la fluidité, la remise en question permanente et in fine la déconstruction. D'ailleurs, tu m'expliquais que la peinture n'allait sans doute pas être ton seul moyen d'expression, que tu allais sûrement faire de la performance, de l'installation, etc. En tout cas, présenter des
des œuvres peut-être moins figées que la peinture. Oui, effectivement. Oui, donc ces réflexions, elles sont venues aussi par rapport à ce que j'ai vécu aussi. Enfin, ça vient toujours d'un point de départ de vécu, en fait, Bien sûr. finalement, puisque on parle du corps et puis de la manière aussi comment dire, de le vivre, en fait, dans un contexte. Et cette idée, justement, de ne pas rester uniquement sur la peinture, ça m'est venu par rapport à ce moment de confinement, concrètement, puisque ça me posait des questions aussi tant dans le moment de création de la peinture, en fait, puisque ce type de peinture impose un atelier, impose un endroit, en fait, concrètement, où tu te mets, où ton corps est là chaque jour, en fait, pour peindre. Et pour moi, ça a été une volonté de décloisonner, en fait, concrètement, de ne pas rester uniquement dans le cadre de la peinture même, et de tenter de réfléchir justement à Bien d'autres sûr. manières d'exprimer, et c'est aussi une manière aussi, quelque part, parce que justement, la peinture et ce type de peinture, en fait, elles traduisent aussi le devenir, en fait, de ce que ça va devenir une peinture. Ça va être exposé, le terme d'exposition, ça va être mis dans un espace concrètement qui est lié à l'exposition. Bien sûr. Et pour moi, c'était vraiment l'idée justement de penser à quelque chose qui soit moins dans la peinture, ou qui soit de l'ordre de la performance ou de l'installation. C'était aussi l'idée comment dire, de réinscrire quelque part, ou de tenter d'inscrire justement cette parole, en fait, dans l'espace public. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse en ce moment. Et en fin de compte, ton travail consiste à renier l'essentialisme, à questionner ce qu'on considère comme étant des attributs liés au biologique, au naturel, etc. Cela s'inscrit dans des réflexions autour du genre, mais pas uniquement. Le queer est aussi un concept qui veut gommer l'ensemble des strates d'oppression, et il y en a une que tu as moins abordée dans ton récent travail, et ça aussi, mine de rien, tu y as réfléchi ces derniers temps. J'ai l'impression que c'est un truc qui t'a vraiment sauté aux yeux, et enfin tu nous en parleras, mais c'est celle qui est liée aux personnes que la société considère comme étant racisées. C'est une question qui te touche également et qui est importante pour toi parce que tu as grandi et que tu vis encore aujourd'hui à La Réunion. En fait, tu réfléchis maintenant à présenter un travail qui soit plus intersectionnel et qui aborde davantage cette question-là, donc qui couvre vraiment toutes les problématiques, à la fois liées au genre, liées enfin voilà, à toutes les oppressions aussi. Oui. Oui, effectivement, puisque le terme de queer, en fait, je pense en fait qu'il ramène comme tu disais, à cette réflexion, en fait, sur toutes les formes d'oppression et de domination, en fait, qui traversent à la fois un corps de manière stratifiée. Et effectivement, comme je vis à La Réunion et quand on vit dans un contexte multiculturel où la notion de noir, blanc, elle est floue aussi, même si elle existe, comment dire, elle est plus nuancée, en fait, puisque les rapports sont pas forcément les mêmes. Et effectivement, le fait de ramener un peu cette question d'intersectionnalité, je pense que c'est quelque chose de relativement important, dans le sens où il y a une nécessité de le faire, en fait, finalement. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus, dans un monde où justement on se rend compte de toutes les formes, en fait, d'oppression qui peuvent y avoir sur les corps de manière différente. Pour moi, de reprendre un peu cette idée d'intersectionnalité, c'est aussi de démultiplier aussi, en fait, finalement, les possibilités de parole. Je pense que le queer aussi, il aurait cette force, en fait, comment dire, même si c'est un terme, en fait, qui vient des États-Unis. Je veux dire, le fait en fait, de le repenser dans un contexte de manière située, en fait, dans un contexte donné, c'est une manière aussi comment dire, de démultiplier, en fait, cette parole, et puis qu'elle ne soit pas qu'une seule parole, en fait, hégémonique, mais qu'elle traite justement de ces questions par rapport à un contexte qui est donné, en fait. Là, ce serait encore une question de fluidité, parce que ce serait du coup, moi le queer, je le vois comme une sorte d'outil qui vient me permettre en fait de déconstruire, voilà, comme toutes les strates d'oppression, donc que ce soit le validisme, enfin tu vois, le racisme, que ce soit la misogynie, le sexisme, et j'en passe, le classisme, etc. Et j'ai l'impression, voilà, et que c'est un peu ce que tu as fait là, c'est que tu t'es rendu compte finalement que c'était un outil qui allait te permettre comme ça d'aller en fait
détruire toutes ces oppressions, quoi, et que tu voulais aujourd'hui agir de manière intersectionnelle dans le sens où t'allais pas traiter simplement la question du genre, puis après la question de la race, puis après la question de machin, puis après, voilà. Quand en fait, il y avait cette possibilité de tout traiter en même temps et que tout était interconnecté et tout était imbriqué. Tout est carrément. Tout est interconnecté et pour moi, il me semble un peu, comment dire, il me semblerait dérisoire en fait de traiter juste une Bien seule sûr. chose et de ne pas prendre en compte justement tout ce qui peut traverser un corps dans un système en fait. Et à La Réunion aussi, effectivement, comme on a ce rapport avec la France, mais voilà, il y a un rapport assez, Ambigu, comment dire, presque. il y a ce rapport concret avec la France, mais je veux dire, on n'est pas uniquement en France en fait, il y a aussi cette multiculturalité justement qui historiquement a été ramenée du Mozambique, de Madagascar, de Chine et d'Inde par rapport aux engagés juste après. Je veux dire, c'est vraiment un contexte qui s'est construit avec tous ces apports, enfin, qui ont un contexte totalement hybridé en fait par rapport à. Et ça s'est pas fait de manière douce. Ça s'est fait Bien aussi sûr, comment dire, sous le signe de colonialisme. absolument. Et effectivement, le fait comment dire, de travailler et de ne pas prendre en compte en fait ce contexte dans lequel je vis, aujourd'hui, ça me semble un peu dérisoire en fait. Bien sûr. J'ai l'impression que, comme je te disais au départ, que ce serait une parole qui serait hors sol et qui entrerait dans cette notion de white cube, justement, où tout serait gommé autour et où on construirait la chose. Mais pour moi, c'est important, effectivement, aujourd'hui, en fait, d'avoir une parole qui soit non essentialisante, mais aussi située quelque part, Bien en fait, sûr. pour donner un point de départ, justement, à cette parole, pour pouvoir, justement, décentrer, en fait, la parole et puis décentrer le discours, en fait, concrètement. Et puis de ramener un discours, justement, qui part d'un point de vue par rapport aussi au monde en fait, sans forcément rester sur quelque chose qui soit global et qui tendrait justement dans cette globalité, dans cette prétendue universalité, pardon, de tout prendre en compte et de tout De enfin, de gommer, gommer oui, c'est ça. concrètement les oppressions, de gommer concrètement les oppressions qui nous traversent chacun de manière très différente en fait. Tant par la classe, tant que par la race, tant que par, comme tu disais, le Ouais. validisme. Euh, voilà, c'est vraiment des strates à chaque fois, en fait, finalement, d'oppression et qui serait nécessaire de déconstruire et puis de réfléchir justement sur ces interconnexions, en fait, qui tendent à devenir naturelles et qui tendent à faire partie de notre Oui, vie, sans en qu'on fait, les finalement. questionne. Ouais. Bah, continue, Abel, mais vraiment, vraiment continue parce que ça fait du bien d'entendre ce que tu dis, donc vraiment continue et c'est important. En tout cas, ça commence, tu vois, c'est vraiment pour moi des notions en fait qui commencent puisque c'est effectivement c'est venu aussi par rapport De doute, à ce ouais. moment qu'on vit tous de manière collective, enfin de manière mondiale en fait, ce moment de fragilité qu'on vit aussi de manière différente. Mais voilà, le fait d'être dans un moment comment dire, où il y a cette notion de virus justement comment dire, oui, qui menace concrètement la stabilité des choses en fait, et notre manière de percevoir les choses. C'est aussi ce moment en fait qui m'a permis concrètement de repenser et puis de remettre en question totalement en fait le travail que je fais, puisque ça a été nécessaire. Je pense que le doute en fait a été nécessaire à ce Bien sûr. moment-là. Puisque ce travail-là, je le vois concrètement en tant que comme le corps que comme le travail. Enfin, les deux sont imbriqués en fait. Pour moi, il y a vraiment une interaction entre mon propre corps et en même temps ce travail qui me permet aussi d'avoir cette juxtaposition et puis cette articulation en fait entre les deux. Et, euh, et oui, et puis le doute fait partie en fait concrètement de l'évolution et puis de la nécessité en fait de remettre en question les Mais choses. bien sûr, mais Parce que je pense que le doute, c'est quelque chose d'ultra sain, tu vois. Enfin, je pense que le jour où on arrête de douter, on devient un vieux con ou une vieille conne, tu vois. Enfin, c'est ouais, vraiment ça. Et donc le doute, vraiment, à partir du moment où il n'est pas handicapant et qui vient pas te, te, te scléroser, enfin, tu vois, il est hyper important. Et je pense qu'il faut le chérir aussi dans un processus de création et comme dans la vie en général. totalement. Je pense que c'est totalement en fait, puisque c'est vraiment ce qui permet ouais, de ne pas rester dans un noyau dur en fait, et d'avoir pour reprendre le terme en fait de fluidité, justement d'avoir une certaine fluidité aussi au niveau de la pensée et aussi au niveau de concevoir les choses, que les choses ne soient pas comment dire, enfin, ne soient pas naturalisées et qu'on se dise que c'est comme ça, que c'est pas autrement. Oui, C'est et puis vraiment une manière. basta. Je pense que le doute c'est aussi une manière de résister aussi par rapport à ces choses qu'on nous impose et puis parce que ça remet vraiment en question les choses finalement en fait, ça vraiment ça les retourne en fait concrètement
Mais oui, je pense que le doute, il permet aussi d'acquérir un certain libre arbitre, tu vois. C'est de se dire aussi, ok, on m'a présenté ça, on m'a dit ça. Enfin, par exemple, on a commencé à parler de pilosité au début de cette interview. Et par exemple, douter sur le poil, justement, en tant que femme, par exemple, à qui on nous a imposé dès la fin de la puberté, ah tiens, t'as des poils qui commencent à pousser, bon ben on va les épiler, on va les raser, il faut pas parce que t'es une femme, tu vois. Et en fait, c'est un acte qui est tellement présent que finalement on le questionne même plus, et au contraire, enfin tu vois, moi, pas pour parler de ma propre pilosité, moi quand j'ai commencé, enfin c'était inenvisageable pour moi de laisser mes aisselles poilues, enfin je trouvais ça mais immonde, enfin tu vois, je me disais mais c'est horrible, parce que dès mes 14 ans on m'a dit épile-toi, etc., enfin même avant d'ailleurs. Et tu vois, de ce doute-là, il devient hyper nécessaire justement face à ce genre d'injonction aussi, de se dire mais est-ce que c'est vraiment important, est-ce que c'est vraiment normal en fait, est-ce que c'est vraiment naturel aussi, tu vois, et de questionner tout ça, et ben du coup ça te permet, voilà, d'acquérir un certain libre arbitre et de te dire mais en fait est-ce que c'est vraiment moi qui ai pris la décision, et est-ce que c'est vraiment moi qui n'aime pas voir des poils sous mes aisselles aussi, enfin tu vois, c'est un exemple pour illustrer, voilà, mais est-ce que c'est vraiment moi qui ai pris cette décision, et est-ce que ce que je trouve dégoûtant, c'est fondamentalement moi qui l'ai pensé, et qui, voilà. Je pensais pas parler de mes poils dans ce podcast, mais finalement tout est possible. On arrive à la dernière question, Abel. Je pense qu'il faut en finir. Donc ma dernière question, qui est la même pour tout le monde, est relative à l'argent toujours. Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail, Abel? Alors au départ, ça l'est toujours pas d'ailleurs. Ça n'a pas été facile, ça l'est toujours pas. Mais effectivement, en fait, le fait de se poser ces questions, ça met aussi en rapport aussi le terme de production et de productivité en fait. Et moi, comme je travaille, il s'était jusqu'à maintenant centré sur la peinture. C'est un certain type de peinture qui demande relativement beaucoup de temps, puisque ça demande énormément comment dire, de préparation, le fait de se mettre face à la toile, etc., tant psychologique que le fait de le faire. Et puis, oui, il y a un rapport au temps qui est très présent, en fait. Effectivement, cette productivité m'a amené à réfléchir comment est-ce que je pourrais, comment dire, produire de manière plus régulière, puisque il y a vraiment une certaine irrégularité dans le sens où oui, tu prends beaucoup de temps en fait à produire, enfin à peindre en tout cas dans ce type de peinture, parce qu'il y a des couches sur couches, il faut attendre que ça sèche. Enfin, il y a énormément de choses qui entrent en jeu qui fait que tu ne peux pas faire autrement que de prendre le temps de le faire en fait. Et pour revenir à ça justement, ben, oui, ça prend en compte aussi cette terme de productivité, puisqu'effectivement, le fait de produire des toiles, par exemple, de manière irrégulière, en fait, ça, comment dire, oui, ça impacte forcément sur la vente, enfin, sur le fait de pouvoir en vivre, en fait, puisque ça prend, encore une fois, ça prend énormément de temps de le faire. Et du coup, moi, au fur et à mesure, j'apprends effectivement comment dire, à travailler autrement et à travailler sur, par exemple, sur plusieurs toiles en même temps, enfin des choses comme ça, tu vois. J'essaye effectivement de mettre en place des stratèges en fait pour pouvoir justement avoir cette notion de productivité. Mais en même temps, je m'attache aussi à ces notions de temps en fait, puisque le temps, ça me permet. Mais parce que le temps est nécessaire au doute aussi. Exactement, ça me permet effectivement en même temps de vivre avec ce que je fais, puisque ça me permet de comprendre en fait, de vivre avec, et puis de comprendre en fait effectivement ce que je suis en train de faire. Et voilà, je pense que le rapport au temps, il est important aussi finalement dans ce processus de création, en tout cas pour moi, quoi. Pour moi, c'est nécessaire en fait, ça fait partie ça fait partie de la chose. Et puis effectivement, aujourd'hui, en fait, le fait de faire partie d'une galerie, on va dire que ça allège en fait, ça allège concrètement cette notion de ne pas savoir comment vivre, etc. Même si c'est pas toujours évident, mais voilà, j'espère en tout cas au fur et à mesure que j'apprendrai justement comment dire, à être moins dépendant en fait de cette technique et puis de pouvoir justement pouvoir en vivre à un moment donné en fait, puisqu'effectivement c'est pas évident quoi. C'est pas évident en fait, c'est pas évident d'en vivre concrètement. Je te souhaite en tout cas que ça arrive, parce que t'as vraiment un super travail qui mérite d'être vu et revu,
et reconnue. Donc merci Abel d'avoir accepté mon invitation, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça et de te livrer comme ça. C'est une parole qui est pour moi hyper importante. Donc merci vraiment. C'était le 8e épisode de Présente. Merci de l'avoir écouté. Merci Abel d'avoir accepté d'y participer. Comme toujours, je remercie également David Walters pour le générique. Pour le prochain épisode de Présente, j'accueillerai Laura Gozlan, avec qui on discutera de transhumanisme, sûrement de sorcières aussi. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.